Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Il me semble que c'est le 103e épisode et cet épisode est particulier puisque nous allons résumer les finales de conférence. Ça occupera la majeure partie de ce podcast. Puis après, nous parlerons avec Valentin, qui est le seul présent avec moi aujourd'hui, du coaching carousel, du portail des transferts, un peu des playoffs, des trophées individuels. On fera aussi la preview de Army Navy qui va se dérouler, hein. Vous savez, c'est le match qui ferme la saison régulière de college football qui aura lieu ce samedi à 21h. Puis on vous parlera un tout petit peu des balls. Bref, on a un programme plutôt chargé, Valentin. Je te propose de commencer dès maintenant. Et on va commencer avec les conférences, en fait, les matchs de conférence du Power 5. Il y a eu un match vendredi soir à Las Vegas, à l'Allianz Stadium. C'était entre Oregon et Utah. Et Utah a explosé Oregon, en fait, pour la deuxième fois d'affilée, quasiment. Ouais, exactement. Une grosse victoire, 38-10 de Utah qui a été faite sur la première mi-temps. Une première mi-temps marquée par les interceptions au nombre de 4 des deux côtés des équipes, donc de chacune. Mais seul Utah a réussi à en profiter avec un pick six et une inter en fin de première mi-temps qui a permis un field goal et de mener 23-0. Alors, de toute façon, on va pas beaucoup en parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire malheureusement. Et puis, on Mais vous invite à revenir, à aller voir notre replay de 1 to 6 sur YouTube, où on a fait un résumé beaucoup plus détaillé, où Valentin a fait un résumé plus détaillé. Ouais, et du coup, à la mi-temps, je pense que les fans d'Oregon et dont moi, on voulait un changement de quarterback, car Anthony Brown, il ne produisait rien et il a été catastrophique du début à la fin. Mais Cristobal, il a préféré garder sur le terrain. Et l'un des deux seuls bons drives du match pour Oregon intervient à la fin du match, à 5 minutes de la fin. Donc autant vous dire que c'était trop tard. Plus que pour parler du match, moi j'aimerais revenir un petit peu sur Oregon qui a reproduit les mêmes erreurs que plusieurs fois dans la saison sur ce match-là, en ne donnant pas la balle, pas assez la balle à Travis Dye qui a eu seulement 15 portées dans le match alors qu'il tournait plutôt dans les 20-25 lors des gros matchs pour l'attaque d'Oregon. Et le fait de s'entêter jusqu'au bout avec Anthony Brown à cause de la victoire, ce que je veux dire à cause, hein, contre Ohio State en début de saison, on rappelle un management un peu de quarterback du côté de la Floride qui a été très critiqué tout au long de la saison. Donc Oregon qui finit pas très bien cette saison. Bon, après, ils auront encore le ball à jouer, mais il y a déjà eu plusieurs joueurs qui ont dit qu'ils participeraient pas pardon, au ball, dont Thibodeau. Euh, donc pour moi, voilà, c'est une fin de saison un peu catastrophique et Oregon qui fait partie un peu de ces équipes qui manquent peut-être les playoffs ou une grosse saison à cause du manque d'un QB, en fait. Ah bah, voilà, c'est en fait ce manque de quarterback qui a traduit cette inconstance chez les Ducks. En revanche, Val, du côté de Utah, Utah finit en boulet de canon cette saison. Ils avaient eu un début de saison un petit peu difficile après les défaites face à BYU et San Diego State. Mais depuis en fait la défaite face à Oregon State, c'était le 24 octobre, ils ont enchaîné que des victoires et à chaque fois que des victoires sur des gros scores, UCLA, Stanford, Oregon, Colorado. Du coup, bah voilà, Utah fait partie de ces équipes qui ont très bien terminé l'année et qui ont su justement se relever de débuts compliqués. J'aimerais aussi noter que Cameron Rising n'a pas été exceptionnel sur ce match. Et en fait, les Utes se sont beaucoup appuyés sur un jeu à la course avec notamment Tavion Thomas. Vous savez, Tavion Thomas, on en a un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. C'est celui qui dormait dans une voiture. Bon, là, je fais en mode c'est l'American Dream, mais c'est pas cool du tout. Qui dormait dans sa voiture il y a encore quelques années et qui maintenant a pris le relais des bons running backs du Utah et qui nous a sorti encore un gros match avec 2 touchdowns. C'est lui notamment sur les first down qui arrivait justement à aller chercher la première tentative. Donc voilà, Utah est sûr de ses forces. Ils joueront le bowl le 1er janvier, le Rose Bowl. Donc voilà, le bowl le plus légendaire du college football face à Ohio State. Ça risque d'être un match, je pense, un petit peu compliqué parce qu'Ohio State défend et comme une autre attaque que celle d'Oregon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà quoi, ce Rose Bowl est une belle récompense pour les Utes de Kyle Whittingham.
Val, je te propose de passer à Baylor Oklahoma State. Pour moi, ça a été le plus beau match, la plus belle finale de conf de ce week-end. Parce qu'en fait, le scénario a été dingue. Je vais pas vous spoiler la fin pour ceux qui la connaissent pas. Mais putain, quoi. Ah, Ça a été un match de fou. c'était monstrueux, bah, un peu comme quand ils nous avaient proposé déjà au cours de la saison, hein. Ça avait été déjà un très bon match. Et là, on aurait pu bah, s'attendre à un match tourné vers le jeu au sol, puisque c'est les deux forces des deux équipes. Mais les défenses bah, s'y étaient préparées, hein, comme on pouvait un peu se douter. Seulement 62 yards au sol pour Baylor et 70 pour Oklahoma, pour 1,9 yards de moyenne au sol pour Baylor et 1,8 pour Oklahoma. Donc, enfin, c'est strictement ridicule. Alors qu'on connaît les running backs comme Abraham Smith, Tristan Ebner ou Jalen Warren du côté d'Oklahoma State. Donc, ça s'est plutôt joué sur la passe. Et malheureusement, bah, pour Oklahoma State, ils ont un quarterback. Voilà, encore une fois, quand on parle de quarterback, Spencer Sanders qui envoie, je crois, 4 inters dans le match, mais on va y revenir. Bah, qu'a lancé, j'ai vu 46 ballons, quoi. C'est énorme pour un Ouais, truc comme ça. c'est ça. Mais de toute façon, c'est un peu ça. Là, c'était un peu sur tous les matchs, notamment Bama, Georgia, Baylor, Oklahoma et Oregon, Utah, ça a été un peu des équipes qui étaient plutôt tournées vers le jeu au sol et qui ont dû lancer un peu plus que d'habitude. Et bah, malheureusement pour les QB, ça s'est mal passé. Mais pour ce match-là, bah, Tristan Ebner, un peu mon petit chouchou. Bon, là, c'est pas un excellent running back, mais c'est un très bon retourneur. Et sur le premier drive de Baylor, il fumble et Oklahoma n'en sort que 3 points. Ça aurait pu mettre un coup de massue, je pense, d'entrée à Baylor, surtout que sur le drive suivant, Baylor fait un flux and out. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Mais du coup, Oklahoma a bah, un certain Spencer Sanders dans son équipe et se fait intercepter 2 fois sur les 2 drives suivants, alors que Baylor, eux, concrétisent ses turnovers en touchdown avec un Blake Shapen et un play calling absolument parfait dans la première mi-temps. Il a été Euh, exceptionnel, Blaise Chapman. Il a pas loupé une seule passe, non, sur la première mi-temps. ouais, c'est Parce que, ça, il je le finit à rappelle, 15 pour sur les 15 à auditeurs, la mi-temps. Chapman est un freshman. Il a remplacé au pied levé Jerry Bohannon. Je crois que c'est son deuxième match où il start, Valentin. Troisième. Troisième. Enfin, voilà, quoi. Franchement, une maîtrise totale. Comme tu le dis, sur les touchdowns qu'il a envoyés, c'est des magnifiques touchdowns, quoi. Des Celui ballons pour Thornton, absolument, enfin, lancé absolument parfait. Enfin, juste derrière l'épaule, parfait, ouais. ouais, non, mais c'était assez dingue. Donc, à la mi-temps, il y avait 21-6 pour Baylor et un Chapin à 15 sur 15. Je crois qu'il va jusqu'à 19 sur 19, il me semble. Mais je suis plus très sûr de ça. Mais je crois ouais, c'est 19 sur 19 le record. Et Il avait battu face à la défense d'Oklahoma State. Donc c'est voilà, ça. faut encore remettre du contexte dedans. Et il avait battu le record de Will Rogers de Mississippi State qui avait lancé 14 passes complétées sur 14 contre Vanderbilt. Donc vous voyez, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes défenses. Du coup, en deuxième mi-temps, bah, le premier drive, Sanders, il se fait intercepter pour la troisième fois déjà, mais la machine s'enraye un peu en attaque pour Baylor avec seulement une quarantaine de yards sur des 2 drives. Mais encore une fois, bah, Sanders qui se fait intercepter, Baylor s'en sort avec un field goal, donc quand même, il concrétise un petit peu ses points, et c'est ce qui va suffire pour eux. Donc on est à 21-16 pour Baylor sur le dernier drive. Alors là, c'est un petit peu cruel quand même pour Oklahoma puisque Oklahoma fait un super drive de 89 yards et il se retrouve au port de la end zone. Et il me semble que c'est Jalen Warren qui semble passer les bras pour le TD, mais les arbitres ne le valident pas. Alors on a été plusieurs à dire que oui, ça Et passait, touchdown. notamment. Pardon? Ouais, on pensait qu'il y avait touchdown. Ouais, pour moi il y avait TD, pour Guigui il y avait TD, pour Baptiste il y avait TD. Ouais, évidemment. Euh, Mais bon, les arbitres ne le valident pas. Et dernière chance en quatrième tentative sur une course extérieure pour Jackson qui se fait chasser par McVie qui a encore fait un très bon match, le safety, et échoue à 1 yard du TD, enfin même pas Ça, 1 yard. c'est une des images de l'année, hein. Ça Mm. nous rappelle un petit peu l'an dernier, je crois que c'était Indiana face à Penn State, sur la dernière action du match, quand Michael Penix, justement, lui, réussit à aller chercher le touchdown, mais là, ça s'était joué à quelques centimètres l'année dernière, et bah là, ça a été le contraire, quoi. Ça s'est joué à quelques centimètres, sauf que c'était les centimètres du mauvais côté. Donc, bah, Oklahoma State ne marque pas le touchdown et Baylor remporte le match 21-16. Voilà, donc voilà, un match, une finale de conférence qui se joue sur une quatrième tentative euh, à 1 yard de la end zone.
Voilà, ça a été un goal line stand magnifique. Et aussi, je crois que Val, faut préciser que les 4 tentatives d'Oklahoma State pour marquer, celles dont tu parles, étaient dans les 3 yards à chaque fois de la défense des Ouais, Bears. Donc pendant 4 fois, même une 5e fois, parce qu'il y a eu un flag juste avant sur une passe, une interférence de interférence. passe. Donc voilà, Baylor a réussi 5 fois d'affilée à empêcher Oklahoma State de faire 1 yard à la course pour juste aller marquer ce touchdown. Et quand on sait la puissance quand même de ce jeu au sol d'Oklahoma State, c'est une vraie prouesse. Et j'ai envie de dire que c'est une hyper méritée pour Baylor qui termine vainqueur de la Big 12. Voilà, qui a réussi cette année en fait, qui a battu tous ses opposants. C'est mérité au final. Ils ont battu Oklahoma State maintenant, ils ont battu Oklahoma il y a 2 ou 3 semaines. Donc voilà, les Bears de Dave Aranda remportent pour la première fois depuis longtemps, je crois, ce titre. Et ça leur permet de se qualifier pour un bowl qui te concerne, Val aussi, puisque ce sera le Sugar Bowl face à Ole Miss. Pour rappel, le Sugar Bowl voit euh, la meilleure équipe de la SEC affronter la meilleure équipe de la Big 12. Bon, évidemment, la meilleure équipe de la SEC, c'est Alabama, mais ça prend la première équipe qui n'est pas qualifiée pour les demi-finales de playoff. Ouais, ça va être un super match et une bonne confrontation, attaque d'Ole Miss, normalement, où il y aura tous les blessés qui sont revenus, et contre la super défense de Baylor, donc j'ai hâte de voir ça. À propos de SEC, le deuxième gros match de la soirée, c'était Georgia contre Alabama au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, où Bama, un peu contre, bon pas contre toute attente, parce qu'on sait que Bama, c'est l'équipe qui peut battre tout le monde tout le temps. Le Crimson Tide a battu Georgia sur le score de 41-24, alors qu'ils étaient pas favoris. C'était la première fois depuis près de 90 matchs. Là aussi, Val, masterclass de Nick Saban, hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Quand t'as des coachs comme Saban dans ton équipe, tu faut s'attendre à ce genre de performance. Alors honnêtement, on avait un peu parlé. Je pense qu'il y a personne qui pouvait donner ce score-là. Euh, et voilà, la défense de Bama, elle a complètement shutdown le jeu au sol de Georgia et obligé Bennett à lancer 48 fois dans le match, alors qu'il n'avait lancé que 4 fois dans la saison, plus de 20 passes. Il me semble qu'en plus, le maximum, c'était contre Auburn, il avait lancé 29 passes, mais tout le reste, c'était genre 20, 20 et 21 passes. Donc il a doublé en fait ses lancers en un match. Là, il a aussi shutdown globalement la défense de Georgia, puisqu'il n'y a eu aucun sac d'encaissé, seulement 4 plaquages pour perte. Mais il faut aussi tirer notre chapeau à Bryce Young qui a fait un gros travail en sortant rapidement de la poche quand il le fallait, quand la O-line prenait un peu l'eau. Et puis pour un peu revenir sur Saban et la masterclass, surtout dans le play calling offensif, bien aidé du coup par une grosse performance de Bryce Young qui envoie 421 yards pour 3 TD. Young qui a été globalement très clutch pendant tout le match. En témoigne un peu le dernier drive de la première mi-temps où il fumble et il récupère le ballon quand même pour prendre le first down. Et derrière, il envoie une très grosse passe, genre je sais plus c'était pour qui, mais après il marque un TD au sol. C'était pour Mechie, non? Avant que justement. Il me semble, ouais. Ouais. Il me semble. Et du coup, ça fait que Bama mène 24-17 à la mi-temps et on la balle au retour des vestiaires. Et au retour des vestiaires, touchdown d'entrée de Bama sur une passe de 55 yards pour Jameson Williams. Le receveur qui sort encore un match extraordinaire à 184 yards et 2 TD. Alors moi, j'attends toujours qu'il y ait un foutu corner qui se mette en presse sur lui, parce que si tu laisses de la vitesse, si tu le laisses passer derrière toi, c'est mort. Tu peux plus le rattraper. Il court à une vitesse, c'est affolant. Donc on y reviendra peut-être un peu après pour le match contre Cincinnati, mais j'espère que Sauce Gardner se mettra un peu plus en presse contre lui pour voir ce que ça peut donner un peu plus, pour le mettre un peu plus en difficulté. Pour revenir en match, là commence la descente aux enfers pour les Bulldogs qui sont interceptés sur leurs 2 prochains drives, dont un pick six, ce qui montait le score à 38-17 au début du quatrième quart-temps. Donc même si Georgia ils reviennent juste derrière avec un touchdown, le mal est fait et c'est fini, quoi. Alors, je trouve qu'en attaque, il y avait juste un duo qui se démarquait, c'était Bennett Bruce Bowers, le tight end true freshman. Et mis à part ça, quoi, il lançait le ballon à personne d'autre. Ouais, Même running back, bah, il ne lançait pas.
Ça s'est joué littéralement. En fait, limite de cette seconde mi-temps, hormis la domination de Bama évidemment, on retient Bruce Bowers. Alors, c'est Brock Bowers, mais bon, c'est pas grave. C'est Bruce ou Brock? Ah, c'est Brock, pardon. Brock, ouais, mais c'est pas grave. Mais bah oui, bah George Pickens qui déçoit encore une fois. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Moi, je lui trouve pas grand-chose à ce receveur. Je trouve qu'il est un petit peu surcoté, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais effectivement, les receveurs, notamment comme on connaît, hein, quand même, Georgia, ça sort des grosses classes à tous les postes. Et ils n'ont pas réussi à se démarquer, alors que pourtant, en face, les corners de Bama ne sont pas les meilleurs qu'ils ont eu depuis quelques années. Donc c'est Brock Bowers qui a sorti son épingle du jeu, voilà, qui est freshman en plus, le tight end. Enfin, il est vraiment monstrueux. Il sort une saison, là, je crois qu'il a 730 yards, un truc comme ça. Enfin, c'est absolument incroyable. Ah, mais comment tu peux être aussi comment dire, costaud à 19 ans Ah, bah ça va, que, les États-Unis, hein. Parce que sur son touchdown, mais il récupère une passe de Bennett lancée et il rentre dans deux ou trois DB. Les trois DB tombent par terre et après il part inscrire le touchdown. Non, non, il était hyper impressionnant. Et j'en profite aussi, Val, parce que enfin, je viens de le découvrir à l'instant. Jamison Williams, je savais que c'était un transfert de Ohio State, mais c'est surtout un true freshman. Donc voilà, on va avoir le droit à Brock Bowers et Jamison Williams pour les 3 prochaines années. Donc ça, c'est cool. Non, Jameson Williams, c'est un junior. Non, moi, je vois qu'il est classe 2021. Non, c'est un junior. 100% sûr. Ah ouais? Ouais. Parce que là, je suis sur son profil, Parce que justement, il n'avait pas joué pendant 2 ans à Ohio State. Ah ouais? Ok. Et c'est un junior et il peut se présenter dès cette année à la draft. Ah ouais, t'as raison. Ah, ça fait pas de... Bon, pas grave. On verra au moins Brock Bowers quelques années. Oui, ça oui. Ben, du coup, bah voilà pour ce match qui a remis les pendules à l'heure, on va dire, Ah voilà, c'est du ça en côté de fait. Bama. C'est Nick Saban qui a encore montré que c'était lui le meilleur et que Kirby Smart n'était pas encore un coach de son acabit. Et Euh, encore une fois, juste pour revenir, hein, bah, alors on sait qu'ils peuvent gagner avec Stetson Bennett, mais Stetson Bennett ne peut pas faire gagner Georgia. Et on en revient toujours au même problème de bah, il faut un QB pour gagner les matchs. Quand tu arrives en playoff, ou porte du playoff, il te faut un QB. Et on n'a pas vu JT Daniels, hein, il a quand même gardé Bennett alors que Daniels était là et on le voyait sur la sideline. Donc descente aux enfers aussi pour Daniels, hein, qui n'a pas joué du tout de l'année, je crois, ou très peu. c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, en fait, ce sont les défenses qui ont dominé ces finales de conférence. La défense de Baylor, en fait, a dominé le jeu à la course d'Oklahoma State. Donc, Oklahoma State a dû s'en remettre à son quarterback Spencer Sanders. Là, c'est un petit peu pareil avec Georgia. Et ça montre, c'est ce genre de match, en fait, où il y a une telle intensité sur la défense, sur le run-stop, que tu te rends compte de l'importance d'avoir un quarterback talentueux qui lance bien. Loin de moi l'idée de dire que Sanders et Bennett ne sont pas talentueux, mais ils ne sont pas ces quarterbacks qui peuvent te faire gagner. Ouais, exact, je suis d'accord avec toi. Sinon, mauvaise nouvelle pour Bama, hein. John Mechie s'est fait les croisés. Il est donc out pour la demi-finale de playoff. Ça sera le Cotton Bowl face à Cincinnati. On aura le temps, hein, vous le savez bien, d'y revenir pour faire la preview. Du côté de l'ACC, il y avait une finale inédite entre Pittsburgh et Wake Forest. Et ce sont les Panthers qui se sont affrontés, non pas du tout, qui l'ont remporté 45-21. C'était d'ailleurs une finale où c'est la première fois qu'il n'y avait pas d'implication pour les playoffs. Chaque année maintenant depuis 10 ans, bah, ça concernait Florida State ou Clemson, donc la finale était quand même, à dire, était pleine d'enjeux. Et voilà, bah, Pitt a facilement remporté ce match, même si le début a été un petit peu compliqué. Ouais, il faudrait se mener 21-14 à la mi-temps. Et après, bah, Kenny Pickett et sa bande ont commencé à, à dérouler. C'est un match notamment qui a été marqué par son fake slide. C'est une image qui a fait beaucoup le tour des réseaux sociaux où en fait Pickett sur une course mime le fait d'aller au sol. Et forcément, bah, les défenseurs de Wake Forest s'arrêtent et après, il repart, il remet la marche en avant pour aller inscrire le touchdown. Donc voilà, grosse performance de Kenny Pickett qui permet à Pitt de remporter son premier titre de conférence depuis 2004. Et à l'époque, Pitt n'était pas en SEC, c'était en Big East. Et cette victoire leur permet aussi d'aller chercher un bowl du Nouvel An. Ça sera le Peach Bowl face à Michigan State.
C'est dommage quand même pour Wake Forest qu'ils aient pas de défense, quoi. Ouais, Parce qu'ils ont pris tarif toute l'année à cause de leur défense, alors ils sortent quand même une bonne saison. Enfin bon. du coup, bah voilà, comme tu dis, Val, ils sortent une bonne saison et Wake Forest, me semble, ils sont en 10-3. Ouais, je crois. De mémoire, je crois. Ok, bah parfait. Euh, Là aussi, on va pas en parler trop longuement. C'est la finale de la Big Ten. Michigan qui a explosé Iowa 42-3. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, tant Michigan a roulé sur les Hawkeyes. Si, il y a eu deux petits trucs, allez, mais c'est deux faits de jeu qu'il faut plutôt aller voir. C'est Donovan Edwards bah, qui réussit un trick play. Il lance une passe de plus de 40 yards pour ce receveur qui part au touchdown. Et Gigi McCarthy, le quarterback true freshman, qui fait un super bloc pour que Blake Corum, son running back, aille inscrire le touchdown. C'est donc le premier titre de conférence depuis 2003 pour Michigan. Ça commence à remonter. Je suis certain que certains d'entre vous se disent putain, 2003 pour Michigan, c'est un peu bizarre. Et bah ouais, Michigan, ça fait quand même 15 ans que c'est galère pour eux. Et voilà, bah, cette victoire arrive à point nommé pour Jim Harbaugh. Du coup, parce que cette victoire permet à Michigan de passer deuxième au classement du comité et de participer aux playoffs. Ils joueront face à Georgia pour l'Orange Bowl. Ouais, ça sera dans la nuit du 29 au 1er ou du 1er au 2, je ne sais jamais ces dates-là. Et voilà, Michigan qui devient la première équipe non classée dans l'AP Poll de pré-saison à participer aux playoffs. Ça sera un match hyper intéressant et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Au niveau du groupe A5, il y a eu aussi des matchs intéressants. Euh, Ça a plus été intéressant comment dire, sur le fond de jeu que sur le suspense, parce que hormis le Western Kentucky UTSA dont tu vas parler maintenant, Val, il n'y a pas vraiment eu match lors de chaque finale. Donc voilà, je te propose de commencer entre le match entre les Hilltoppers et les Roadrunners de San Antonio, UTSA. Et voilà, bah, UTSA qui bat Western Kentucky 49-41. Ouais, bah, premier titre de l'histoire pour UTSA, qui se seront globalement mis à l'abri sur la première mi-temps parce qu'ils marquent 4 TD sur leurs 4 premiers drives. Alors on sait que Western Kentucky, ils ont vraiment pas une très bonne défense, c'est ce qui leur a fait défaut toute l'année puisque l'attaque marche bien. Et ça s'est vu du coup sur cette première mi-temps. Du côté de l'attaque, par contre, du coup, ce qui a posé problème au Will Topper, c'est qu'elle elle a fait des erreurs qu'elle n'a pas fait de toute la saison, avec des drops absolument effroyables. On voit la grosse passe de Belezap. Je crois que c'est pour Jared Stearns qui est tout seul, qui drop la balle. Enfin, tu te demandes comment. Il y a eu plein de drops. Il y a eu le centre qui s'est complètement foiré 2 fois, où il a envoyé un mauvais snap qui passait au-dessus de la tête de Belezap et il s'est retrouvé à 15 yards derrière. Ça a été une première mi-temps globalement catastrophique pour l'attaque de Western Kentucky. Euh, et puis après, au début de deuxième mi-temps, on a UTSA qui s'est arrêté un peu de jouer. Alors, ils ont voulu contrôler un petit peu le temps avec Zachary Franklin et Sincere McCormick qui sort un très gros match, mais ça reste, on va dire, faut relativiser par rapport à la défense de Kentucky, mais ça reste quand même un gros match avec 204 yards pour 3 TD. Euh, Du coup, par rapport au fait qu'il s'arrête un petit peu de jouer, il y a la défense des Toppers, c'est quand même pu s'adapter un petit peu plus que par rapport à la première mi-temps. Même si le defensive end, un des seuls joueurs de la défense de Western Kentucky qui est valable, DeAngelo Malone, a été plutôt bien géré par le left tackle Burford de UTSA. Et tout au long de la deuxième mi-temps, il y a du coup Western Kentucky remonte, et ils ont le drive de la victoire. Alors, il y a une première tentative de El Meri qui est ratée, mais qui est rappelée. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais enfin, elle est rappelée et il reste une seconde pour retenter un El Meri qui est raté et avec Belezap qui se fait intercepter. Alors, plus par contre, d'un côté, on va dire record, ce qui est intéressant, c'est Belezap qui est à 4 TD du record de Joe Burrow en une saison. Il est à 56 et Burrow est à 60.
et il est à 289 yards, je crois, du record Voilà, comme ça. du QB de Texas Tech. Ah, j'ai plus son nom, mais c'était il y a longtemps. J'ai oublié le nom aussi, mais bref, C'était il y a longtemps, enfin voilà. Donc à mon avis, on- Belezab qui va craquer le record de Burrow, enfin les deux records au bowl, au prochain bowl. S'il continue dans sa lancée et qu'il est dans sa moyenne, normalement, au moins il égalise le record de Burrow et il battra le record du nombre de yards dans l'année, dans une saison. bah, du coup, ce fameux bowl où il pourra battre le record, ça sera le Frisco Bowl qui aura lieu le 21 décembre face à San Diego State. Voilà, UTSA aussi de l'autre côté, bah, qui termine une saison historique en 12 victoires pour une défaite. Putain, elle fait mal, hein, cette défaite de la semaine dernière face à North Texas. Ils sont pas passés loin de la Manita, C'est comme ça. on dit. Il y a eu un autre match aussi intéressant en Mountain West. Là, encore une fois, c'est que sur le fond, parce que cette équipe a éclaté son adversaire. C'est Utah State qui a battu San Diego State 46-13. Voilà, c'est une victoire sans appel auquel on ne s'attendait pas vraiment, même si on savait le potentiel des Aggies. Logan Bonner, le quarterback, a lancé 318 yards et 4 touchdowns. Voilà, c'est le premier titre de leur histoire en Mountain West. Ils avaient déjà perdu en 2016 ou en 2017, je ne me souviens plus très bien, face à Fresno State. Voilà, victoire méritée de Utah State qui vient récompenser une superbe saison. Une saison hein, qui termine avec 10 victoires pour 3 défaites. Houston-Cincinnati, on va terminer le résumé des matchs avec cette grosse affiche, puisque Cincinnati a battu les Cougars 35-20. Pourtant, ce n'était pas gagné à la mi-temps. Cincinnati menait que de 1 point, il y avait 14-13. Alors, on a cru à ce moment au show qu'on s'est dit non, putain, Cincinnati, après cette saison, après tous les espoirs, après toute cette hype, vous ne pouvez pas nous faire ça. Mais dans les 5 premières minutes de la seconde mi-temps, ils ont inscrit 21 points. Et à partir de ce moment-là, bah, Houston n'est jamais revenu. Et voilà, bah, le déroulement en fait, de cette deuxième mi-temps a été un petit peu un rêve pour les fans de Cincinnati, et notamment dans le stade, puisque à chaque sac, chaque grosse action, bah, il y avait une effusion de joie qui était assez palpable, du moins derrière nos écrans. Desmond Ridder bah, termine le match tranquille avec 3 touchdowns et le running back Jerome Ford avec 2 touchdowns pour 187 yards. Et donc, Cincinnati crée l'exploit de se qualifier en playoff malgré bah, les tentatives du comité de les évincer, hein, qu'on voit maintenant depuis quelques semaines. Et c'est donc la première équipe du groupe of five de l'histoire à se qualifier en playoff depuis que les playoffs existent. Je le rappelle encore une fois, c'était en 2014. UCF en 2017 avait échoué aux portes du top 4 après sa saison invaincue. Et voilà, Cincy le fait, donc c'est pour ça que c'est historique. Cincy, donc aussi la seule équipe FBS à être invaincue cette année parce que Georgia a perdu son match face à Bama. Et voilà, les Bearcats terminent quatrième au classement du comité et se qualifient donc pour le Cotton Bowl, synonyme de demi-finale de playoff. Et ça sera face à Bama. Val, j'ouvre un petit débat parallèle, c'est pas vraiment un résumé. Tu le vois comment ce match face au Crimson Tide? Bah, malheureusement, je pense ils vont prendre tarif. Ce qui serait pas, enfin, ce serait pas honteux, on va dire. Mais j'espère pour eux qu'ils vont quand même pas le prendre, qu'ils vont un minimum rester au contact de Bama. Et surtout, j'espère qu'ils vont faire des ajustements par rapport à Jameson Williams, parce que pour Ouais, moi, si tu bloques Jameson Williams, tu bloques une grosse partie de l'attaque de Bama. en Et presse, bah, en plus que John Mechie n'est pas là, donc ouais. c'est ça. Donc après, bon, ils vont nous ressortir un 5 étoiles freshman. Ça, voilà. Mais je pense que Jameson Williams est très bien utilisé par Saban, mais je trouve que les défenses ne s'adaptent pas à lui et bah, ça a en créé des matchs à plus de 150 yards à chaque fois. Donc Ah, on va ça, voir, ça risque d'être un beau match-up attaque-défense. puis un beau match-up de coach entre Saban et Luke Fickell. Mm. J'ai vraiment envie de voir Cincinnati gagner, non pas que j'aime pas Bama. Ouais, je la place comme ça. Bama, c'est une équipe que j'apprécie parce que je les respecte en fait. Je peux que m'incliner devant cette équipe. Tu veux dire quoi? Ils gagnent tous les ans, mais ils gagnent tous les ans parce que évidemment ils recrutent bien, mais Saban il est tellement fort, il arrive tellement à extirper le meilleur de ses joueurs que bah, en fait j'ai que du respect. Je peux rien dire de plus. Voilà. Bref, on va passer au coaching carousel. Bah, là encore,
on a déjà eu une première salve de coach, de changement de poste qui a été incroyable. Et là, la deuxième a commencé il y a quelques jours, avec notamment Brett Venables qui devient le nouveau coach d'Oklahoma. Lui, c'était le coordinateur défensif de Clemson. Il avait été assistant dans les années Bob Stoops. Bref, c'est un mec qui a gagné, mais je crois, 200 matchs. Tu rajoutes à ça 3 titres. Bref, c'est l'enfant du pays qui revient du côté de Norman. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire chez les Sooners. Sinon, et là, Robin et Kevin sont pas contents, c'est Mario Cristobal, le head coach, qui quitte Oregon pour Miami. Miami, d'ailleurs, du coup, a viré Manny Diaz en lui payant un buyout de 8 millions. Ils ont réussi, pardon, à offrir un gros salaire à Cristobal qui revient dans son alma mater, l'université dans laquelle il a joué dans les années 80-90. Joe Moorhead, qui était aussi le coordinateur offensif d'Oregon, devient le head coach des Zips d'Akron j'allais dire dans l'Ohio. Ouais, c'est dans l'Ohio. Non, 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 je suis con. Bah oui, c'est dans l'Ohio, Akron, c'est la ville de LeBron James. Et voilà, il avait besoin d'avoir un petit peu moins de lumière sur lui, d'après ce que j'ai entendu. Donc c'est un bon choix, mais je lui souhaite bien du courage parce qu'Akron est une des pires équipes du college football. Et là aussi, c'est un truc, une nomination qui a fait un petit peu débat. C'est Jay Norvell, le head coach de Nevada, qui est parti du côté de Colorado State en Mountain West. On savait que Norvell était, voilà, il faisait partie de ces candidats quand même pour des postes qu'est-ce que je dis moi, pour des postes plus importants comme celui de Washington ou même du USC. Il y a eu des rumeurs à un moment, bon, c'était impossible. Mais voilà, c'est un coach qui a quand même une belle trempe. Et là, il a atterri à Colorado State. Alors, franchement, ne vous y méprenez pas. S'il est à Colorado State, c'est parce que Colorado State est l'équipe la plus riche de la MAC. Ils ont un nouveau stade, ils lui ont proposé 9 millions sur 5 ans. C'est 2 fois plus que ce que Nevada lui proposait. Et il aura à disposition bien plus de moyens pour réussir. Louisiana aussi, un nouvel head coach, un enfant du pays, un nom bien cajun, Michael Desormeaux. Et aussi, Valentin, ça, je pense que tu es content, c'est Kitley, le coordinateur offensif de Western Kentucky, hein, celui qui développe Bailey Zappe, qui revient à Texas Tech. C'était le Ouais. graduate assistant à l'époque de Patrick Mahomes. Et Et ça, je c'est pense, lui ça qui ça s'occupait peut être sympa. de Mahomes. Ouais, bah c'est lui qui s'occupait de Mahomes hein, à l'époque, même s'il était que graduate, c'était lui qui était entre guillemets QB coach. Et de ce qu'on sait, enfin ce qu'on voit, comment il a fait en FCS à Houston Baptiste, et là cette année en une saison à Western Kentucky, donc en IFBS, enfin c'est vraiment pour moi un génie offensif, un génie de la air raid. Puis peut-être que ça va peut-être donner envie à Quinn Ewers Ouais, de partir à Texas Tech. Donc ce que j'allais dire, putain, ça sera incroyable quand même. voilà. Sinon, Ole Miss a réalisé un gros coup en retenant Lane Kiffin, qui était un des coachs les plus prisés sur le marché, en lui faisant re-signer un contrat jusqu'en 2025 avec un salaire de 7,5 millions d'euros par an et des bonus super. Val, pas besoin de dire que tu es content. Oh bah non, je suis très content. Ça va permettre encore une fois de pouvoir aller recruter des très bons prospects. On en a un pour 2023 et c'est le meilleur du Mississippi. Donc c'est cool. Ça va peut-être permettre aussi à Art Manning de venir chez nous. Donc voilà, très content qu'il reste. Et puis on va voir si parce que je pense que Didier Durkin lui va rester, mais on va voir si Jeff Lebby qui a annoncé un petit peu à gauche à droite, lui il va rester. Notre cordeau Ouais, Jeff offensif Levy, le coordinateur offensif et QB coach. et QB coach de Ole Miss, qui a annoncé à Oklahoma. Franchement, ça me paraît très logique parce que Brent Venables, c'est un coach défensif, quoi. Et je suis quasiment sûr qu'il a proposé à Jeff Lebby le soin de s'occuper, mais quasiment seul, quasiment indépendamment de l'attaque des Sooners. Donc, je pense qu'il doit être en train d'y réfléchir, Jeff Lebby. Tu as parlé de Queen Ewers, on va parler un petit peu du portail des Ouais, transferts. attends, juste Et- pour revenir sur le coaching Ouais, vas-y. carousel, si vous n'avez pas vu l'info, il y a Joe Brady qui a été viré des Panthers en NFL, donc c'est peut-être possible qu'il revienne en college football, peut-être à LSU, enfin voilà, juste pour l'instant il n'y a aucune rumeur, mais c'est fort possible que ça revienne en college football. En tout cas, le timing nous laisse penser qu'il va revenir en college football. Tu as parlé de Queen Ewers. Je te Hmm. propose qu'on parle un petit peu du portail des transferts.
Quinn Ewers a quitté Ohio State. Quinn Ewers, c'est le meilleur quarterback de tous les temps, même devant Trevor Lawrence et Justin Fields. Le meilleur quarterback de tous les temps en sortie de lycée, on s'entend, on s'entend. Et il a déjà programmé des visites, dont une à Texas Tech. Voilà, Quinn Ewers, un mec qui pourrait jouer dans toutes les powerhouses du college football, visite Texas Tech. Moi, j'ai envie de dire que c'est super cool parce que ça permet d'éparpiller un petit peu les talents NCAA, c'est ce que je demande. Donc voilà, on va suivre ça de très près. Il y a, Texas il aussi y a est en moyen qu'il y position. ait un Texas Tech, hein. Parce que quand tu vois qu'il quitte, en fait, il quitte Ohio State à cause de Stroud qui s'est pas raté, donc qui va jouer encore 1 ou 2 ans. À Texas, tu as quand même Thompson et Cards, Tom c'est Card. son nom. Ouais. Ouais. Bon, même s'il y en a forcément un qui va bouger, peut-être pas les deux. Et à Texas Tech, bah, la place est libre. Donc, puis avec l'arrivée de Kitley, moi, putain, je mets un bon billet quand même sur Texas Tech, hein. Et j'espère que ça leur attirera du coup d'autres recrues parce que quand Pas Queen Ewers forcément. peut se lancer, voilà, je pense quand même il y aura un petit effet domino. Parce que quand Queen Ewers lance le ballon, bah, voilà, ça a de quoi te faire un petit peu rêver. Michael Penix Jr., ton quarterback préféré, Val quitte Indiana. Il avait fait une superbe saison 2020, alors avant de faire de la merde cette année, disons les termes. Adrian Martinez quitte Nebraska. Adrian Martinez qui est comme titulaire depuis 4 ans. C'est un gros joueur de Nebraska, un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce gros programme si on regarde que les stats. Et c'est bien là le problème. Et on l'a vu en visite officielle à Kansas State et à Cal. Là aussi, ça va être sympa de voir où il va aller pour sa dernière année. Bah, ça Et fait un peu partie tu sais, des QB qui sont seniors, mais qui utilisent leur dernière année d'éligibilité là, avec le Covid pour pouvoir gratter un an de plus en college football parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance en NFL. Et puis sur un malentendu, peut-être que ça les fera rejoindre la NFL par une porte ou une autre. Mais ça, de toute façon, on va beaucoup le voir, hein, même sur les joueurs, entre guillemets, enfin lambda, mais d'autres postes. Tu as beaucoup de seniors qui vont partir faire une petite pige à gauche, à droite, histoire de profiter un peu du système, on va dire. Et puis Adrian Martinez, on l'a beaucoup critiqué, mais ça reste quand même un bon Ah oui. ça reste un bon quarterback. Le mec, c'est pas un manchot, en témoignent les visites. En fait, Mm. si des équipes lui proposent des visites officielles, c'est que c'est un bon mec. Et il est impressionnant à avoir joué, il faut le dire. Aussi, sinon, il y a eu un gros truc aussi, c'est Jadon Hazelwood, le meilleur receveur de la QV 2019, du coup, qui a décommit d'Oklahoma il y a quelques jours, qui rejoint Arkansas. Alors là, je pense que c'est la jurisprudence Treylon Burks. Il s'est dit que sous Sam Pittman, on sait qu'il pouvait lui aussi faire des grosses stats et C'est je ça. pense, dans l'optique de la draft, augmenter son draft stock. Et ça va être hyper sympa à suivre, ça aussi, du côté de Fayetteville l'an prochain. On va faire un petit tour rapidement sur les playoffs pour vous dire ce qui s'est passé, parce que le comité, ouais, c'était dimanche soir, a donné les 4 semi-finalistes. Bama se retrouve premier, Michigan deuxième, Georgia troisième et Cincinnati quatrième. Ça veut dire qu'on aura le droit à un Cotton Bowl, donc la première finale entre le premier Bama et le quatrième Cincinnati, et la deuxième demi-finale qui comptera pour l'Orange Bowl entre Michigan et Georgia, Michigan deuxième et Georgia troisième. Au niveau des trophées individuels, là, ça y est, ça commence. On commence à donner les trophées individuels de college football. Des trophées dont je trouve qu'ils ont une valeur comme assez importante parce que en général, ils portent le nom d'anciens grands joueurs, Dick Butkus, etc. Will Anderson Jr. a gagné le Nagurski. Donc le Nagurski, c'est Howard, c'est celui qui récompense le meilleur joueur défensif du college football. Et franchement, c'est totalement mérité quand on voit ses stats. On parle de 85 plaquages, 27, je crois que c'est 27 et demi plaquages pour perte, 15 sacs. C'est un monstre, il le mérite totalement. Le meilleur linebacker du college football, donc le Dick Butkus Award, a été donné à Nakobe Dean, qui là aussi, même s'il y a un débat avec Damone Clark, enfin bien que Damone Clark n'était pas dans la liste de finalistes, je trouve que c'est juste. Nakobe Dean est un excellent linebacker. Il a aussi été avec Jordan Davis le symbole de cette défense, donc pour moi ça me pose pas trop de soucis. Et l'Iceman, surtout l'Iceman Trophy, on connaît les 4 finalistes. Alors, c'est Bryce Young, Aidan Hutchinson, C.J. Stroud et Kenny Pickett. Val, avant de te demander quel joueur tu choisis parmi ces 4, ou même de faire ton top 4, quels sont les joueurs justement qui ont été snub, comme on dit?
Bah, Will Anderson, tu le mets meilleur défenseur de la saison, mais tu le mets pas dans le Iceman, il n'y a rien de logique. Et pour moi, bah, Bailey Zappe, le quarterback de Western Kentucky, il fait une saison exceptionnelle. Donc après, si je me fais un petit classement, bah, tu vois, tu mets Bryce Young en 1, tu mets Hutchinson en 2, mais pour moi, qui est... Alors, c'est toujours ça, c'est pas le meilleur défenseur de la saison, mais je pense qu'il y a eu une trop grosse comparaison faite avec Thibodeau d'Oregon qui a manqué des matchs, Ouais, etc. c'est ça, il joue Et pas Thibodeau. Donc, oui, voilà, et c'est ce qui fait comme qu'il est Hamilton. là. Mais pour moi, Aidan Hutchinson, il fait partie, voilà, d'une liste, mais pas des quatre. CJ Stroud, après, et puis bah, Kenny Pickett en 4, je sais pas pourquoi il est là, honnêtement, même s'il fait une très bonne saison, Ah pour moi, si, il a Kenny rien à faire Pickett, c'est là. quand même, voilà, pour, pour te contredire, c'est 42 touchdowns pour 7 interceptions, un titre d'ACC, je pense, c'est ça qui a joué en sa balance. Moi, j'aurais quand même. En fait, je comprends pas pourquoi il y a 4 finalistes, parce qu'en fait, avec 4 finalistes, ça tente à faire oublier bah, d'autres joueurs importants. Et en fait, comme tu l'as dit, Val, tu mets sur le côté Will Anderson, tu mets sur le côté aussi Kenneth Walker. Kenneth Walker, putain, ok, peut-être que ses derniers matchs, il est un petit peu moins impérial, mais quoi, le mec, il nous fait une saison de malade, quoi. Pendant toute la saison, c'était le front-runner pour le Iceman. Et voilà, ça me fait un petit Mm. peu mal de ne pas le voir dedans. Moi, juste, je comprends pas trop leur façon de faire. C'est le S-Man, c'est le meilleur joueur. Ouais. Est-ce qu'ils se En fait, basent uniquement sur les statistiques ou il faut compter aussi les victoires des équipes? Parce qu'à ce moment-là, c'est plus le c'est meilleur joueur. Donc, pour ça que Bailey Zapp n'y est pas, évidemment. bah oui, bah, c'est complètement débile. Enfin, moi, Moi, non, ça moi, ça me m'énerve. choque pas parce que, enfin, comme je te l'ai dit sur Twitter, Western Kentucky a un bilan de 7-5, il n'y a aucune grosse victoire. Donc, pour le coup, ça me choque pas. Ouais, Sans enlever des mais performances qui sont exceptionnelles, hein, Kenny Pickett, il joue personne en défense, hein. En témoigne le dernier enfin, match contre Wake il a Forest, il n'y a pas de défense. il a battu Miami, non, il a battu Clemson, il a battu Tennessee, NC State, etc. Ça reste quand même D'accord. c'est une conférence du Power 5, tu vois. À ce moment-là, tu mets pas Pickett et tu mets William Anderson en quatrième. Je suis d'accord, ça s'entend complètement. Voilà, moi j'aimerais quand même voir Kenny Pickett gagner, mais c'est pas c'est complètement subjectif, il n'y a rien d'objectif et je pense qu'il ne le gagnera pas et c'est totalement normal. On fera pas de 1-2-6, les gars, samedi, parce qu'il y aura qu'un match. Le match qui compte pour la week 15, c'est le match historique en fait qui ferme la saison. C'est entre Army et Navy, Valentin. Army qui est en 8-3 et Navy en 3-8. Ça Ouais, sera à 21h sur CBS. c'est ça. Army, en plus, qui va sortir un superbe maillot là pour le match complètement incroyable. Bah, je pense qu'on va avoir une victoire de Army hein, qui a été vraiment très, très, très forte tout au long de la saison. Elle a un peu annoncé au début de l'année parce ils ont des classes de commit sur l'année dernière, cette année, la saison d'après. Et je crois que c'est les meilleurs commits qu'ils ont eu de tous les temps. Et ça se ressent un peu sur le terrain avec des très bons joueurs, des super seniors en plus, ils sont là depuis un petit moment. Je pense notamment à l'espèce de. Enfin, je pense qu'il est fullback, il est utilisé en tant que fullback. Je pense qu'on risque de voir. Après, ça, voilà, ça reste un match de rivalité, etc. On connaît ce que ça peut faire un match de rivalité, mais logiquement, Army devrait s'imposer plutôt tranquillement et bah, terminer cette super saison pour eux sur un bilan de 9-3. Et Army fait favori de 7,5 points. Et sinon, hormis le match, hein, parce que ce sera de la triple option, hier il y avait Buffalo, Patriots et les Pats sont lancés que 3 ballons. Attendez-vous aussi dans ce match à avoir des stats similaires, hein. Ça va que jouer à la course. Mais c'est un match qui vaut le détour parce que c'est pour les Américains la plus grande rivalité du college football. Euh, il Il y y a aura le président certainement. qui vient, hein. Ouais. Voilà, il y aura le président des États-Unis, il y a quand même un spectacle avec les armées américaines. Ça reste un truc à voir. À la fin, les deux académies chantent l'alma mater de leur université. Donc voilà, ça fait quand même partie du folklore du college football et ça vaut le détour. On termine Val sur les bowls, hein. On va quand même vous énoncer quelques petits bowls, mais ça, je vous préviens tout de suite, on vous fera des épisodes preview de tous les bowls. Je pense qu'on en fera deux, un pour les bowls du Nouvel An et un pour les autres bowls. En bowl du Nouvel An, le Peach Bowl verra s'opposer Michigan State et Pitt. Le Cotton Bowl, donc la première demi-finale, Alabama et Cincinnati. L'Orange Bowl, Michigan et Georgia, c'est la deuxième demi-finale. Le Fiesta Bowl, un TTP Bowl comme on dit, entre Notre-Dame et Oklahoma State, ça aura lieu du côté de Glendale dans l'Arizona.
le Rose Bowl à Pasadena entre Ohio State et Utah, et le Sugar Bowl, Valentin, entre ton équipe d'Ole Miss et Baylor. Sinon, pour les autres bowls, il y aura, franchement, je trouve qu'il y a des affiches hyper intéressantes cette année, avec notamment pour le Citrus Bowl, un Kentucky-Iowa, un Outback Bowl entre Arkansas et Penn State. Celui-là, je vais le regarder à coup sûr. Le Gator Bowl, le Tax Slayer Gator Bowl entre Texas A&M et Wake Forest. Il y a le Pinstripe Bowl qui va se jouer dans le stade des Yankees entre Virginia Tech et Maryland, le Cheez-It Bowl entre Iowa State et Clemson, l'Alamo Bowl à l'Alamo Dome, Dome, qu'est-ce que je dis, la Dome, n'importe quoi, l'Alamo Dome entre Oklahoma et Oregon, le Duke's Mayo Bowl entre UNC et South Carolina, bref. Il y a plein de matchs comme ça hyper intéressants. Je vous invite à aller voir notre compte Twitter où on a fait la liste de tous ces bowls-là. Et moi, j'ai pour habitude de dire que c'est la meilleure période de l'année en college football, peut-être pas en niveau de jeu, mais parce qu'en fait, du 17 décembre ouais, pardon, jusqu'au 1er janvier, il y a 43 bowls et ce tous les jours. Il n'y en a aucun qui se chevauche, donc tu peux potentiellement regarder tous les matchs. Je pense que c'est ce que je vais faire, bon, hormis les quelques-uns, par exemple là, je vois le Army Missouri qui me donne pas du tout envie. Mais voilà, c'est une période super sympa. C'est hyper comfy de regarder ces matchs. Tu te mets dans un plaid chocolat chaud en hiver, avec un peu de chance, s'il y a de la neige, ça fait partie des moments cool de la saison. Donc voilà, hâte de regarder ces matchs et surtout de vous en parler dans les prochains épisodes et dans les prochains live Twitch. À propos de live Twitch, il y a Robin et Kevin qui seront en live vendredi à 19h. Ils feront un point sur la situation d'Oregon avec le départ de Mario Cristobal pour Miami. Ils évoqueront les potentiels candidats, les Chip Kelly, Robin il rêverait de Joe Brady, bref, tous ces mecs-là. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, Valentin. Dis-moi si tu as des choses à rajouter, je sais pas, sur des joueurs, je sais pas, un joueur qui t'a impressionné ce week-end, un ball qui Bah, t'intéresse. le bowl, pour moi, puis, enfin, je dis pas ça parce que c'est le mien, mais je pense que peut-être le plus beau bowl à voir, c'est celui entre Baylor et Ole Miss. Si tous les joueurs y sont, parce que c'est toujours le problème des bowls avec tous les candidats à la prochaine draft qui veulent pas se blesser, puisque ça ne compte pas vraiment dans la saison. Donc après, j'espère que globalement, toutes les stars vont y être. Alors on sait que voilà, Thibodeau n'y sera pas, par exemple. Après, j'en ai vu un autre, mais je sais plus c'est qui. C'est, je crois, Euh, c'est Bonito de Oklahoma. oui, Bonito, En voilà. général, les quarterbacks, ils vont tous. Matt Corral, il sera, j'en suis certain. Oui, ça c'est sûr. Bowl du Nouvel An. Ouais, en général, c'est les joueurs qui sont quand même soumis au risque de blessure, hein, les receveurs, les safety, les linebackers. Eux, ils préfèrent laisser la place dans l'optique de la draft. Mm. Donc du coup, bah voilà, Val, on a terminé. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était super sympa cet épisode en duo. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. On est là pour ça. Maintenant, on a plutôt de trucs à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, que ça soit sur le scouting. Valentin vous répondra avec plaisir et Baptiste ou moi, par exemple, ou Elio sur d'autres sujets. Voilà, on vous dit à la très prochaine, restez connectés, on va faire des épisodes un petit peu pour préparer cette post-saison qui s'annonce superbe. Salut Valentin! Salut Gus, salut tout le monde.